Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Laetitia, qui a 39 ans et souffre d'endométriose. C'est le deuxième épisode du podcast sur cette maladie. Malgré le fait de souffrir de la même pathologie, vous pourrez voir combien les parcours de Caroline et Laetitia sont différents. Caroline nous avait parlé dans le 3e épisode de ses douleurs et hémorragies très importantes pendant ses règles, ainsi que de son parcours semé d'embûches pour accéder à la maternité. Aujourd'hui, Laetitia nous parlera de ses douleurs, mais surtout des complications qu'elle a traversées en subissant plusieurs opérations dont la pose d'une stomie de décharge et une hystérectomie. Elle nous parle sans tabou de ce qu'elle a vécu et traversé, tant physiquement que psychiquement, suite à ces 2 opérations. Son hystérectomie lui aura littéralement permis de revivre, en retrouvant une vie avec très peu de douleur, le bonheur de vivre à présent des cycles naturels et de vivre pleinement sa sexualité. Laetitia nous parle aussi de son ressenti de perte et de deuil lié à l'ablation de son utérus et du chemin d'acceptation et de reconstruction qu'elle traverse en ce moment même. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez toi. De rien, c'est avec plaisir. Je suis super contente d'enregistrer cet épisode avec toi. Moi aussi, un petit peu stressée et en même temps ravie de partager ce témoignage qui me tenait aussi à cœur. On s'est rencontrés il y a 1 an maintenant, oui, dans une formation de reconversion professionnelle pour être psychosomatothérapeute. Tout à fait. C'est une belle rencontre. On s'est tout de suite rencontrés aussi par rapport à nos pathologies et nos douleurs qui sont très différentes, mais on a tout de suite compris qu'on allait se comprendre. Oui, tout à fait, dès le départ. Ouais. Et je t'ai proposé d'enregistrer cet épisode et tu m'as dit oui et je t'en remercie beaucoup. Comme je l'aurais dit, c'est avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire la pathologie dont tu souffres et quels sont les symptômes qui y vont avec, s'il te plaît ? Alors, donc je souffre d'endométriose.
Donc l'endométriose, concrètement, c'est un problème au niveau de l'endomètre. L'endomètre, c'est la paroi utérine, intérieure utérine, qui en fait s'échappe de l'intérieur de l'utérus et qui vient en fait l'endomètre se déposer sur d'autres organes dans la paroi abdominale, mais qui peut aussi aller beaucoup plus loin. Donc ça se dépose sur d'autres organes et donc ça vient, l'endomètre, c'est ce qui gonfle avec les hormones et qui permet les saignements des règles. Et donc cet endomètre, s'il est ailleurs, va également gonfler et donc saigner, mais en dehors du cadre normal en fait des règles classiques chez une femme qui ne souffre pas d'endométriose. Ok. Et du coup, quels symptômes toi tu as pu avoir ? Alors moi, c'était des très fortes douleurs au niveau de l'abdomen. Donc les quelques jours avant les règles et pendant les règles, de grosses douleurs comme des crampes. Maintenant, avec le recul, je pourrais même dire qu'il s'agissait de contractions. Donc vraiment des contractions très fortes qui pouvaient durer plusieurs minutes, qui se relâchaient un peu, mais la douleur restait diffuse en fait tout ce temps-là. Donc pendant une semaine, voilà, vraiment à me plier en deux. Avec beaucoup de bouffées de chaleur, mais je pense que ça c'était la douleur qui faisait que voilà, j'avais très chaud et l'envie de vomir, du coup ces contractions faisaient que j'avais envie de vomir. Est-ce que tu avais aussi des règles particulièrement hémorragiques ou pas particulièrement ? Oui, elles ont été très vite très abondantes. Après ça ne m'a pas posé ça trop de difficultés. Effectivement, il fallait que je change de protection très régulièrement. Donc avec la petite angoisse au départ, vu que j'étais jeune, voilà, entre deux cours, vite, elle est changée de protection. Mais voilà, c'était très abondant sur 4 jours et puis le reste du temps, c'était raisonnable, quoi. D'accord. Donc ça a commencé, tu dirais à peu près vers quel âge, toutes ces douleurs ? En fait, je dirais quasi à l'apparition de mes règles. J'ai eu mes règles vers 12 ans à peine. Et tout de suite, j'ai eu très mal au ventre. Voilà, le médecin m'a indiqué que c'était normal, la mise en route du cycle pouvait être douloureuse. Et puis ça s'est accentué, je dirais vers mes 14 ans. Vraiment, où j'ai commencé à avoir vraiment très mal et c'est devenu handicapant. Je loupais pas forcément les cours. En fait, j'allais quand même à l'école, puisque c'est vrai que je me disais, voilà, t'as tes règles, t'es une femme, enfin tu vas pas chaque fois t'empêcher d'aller à l'école, d'aller au sport, etc. Mais il est vrai que je finissais souvent à l'infirmerie parce que ça me prenait dans la journée. Donc j'allais à l'infirmerie et il est arrivé quand même régulièrement que ma mère vienne me chercher parce que je supportais pas malgré les antalgiques. Oui, on te prescrivait quand même des choses pour te soulager un petit peu ? Pas grand-chose. Du Doliprane et puis voilà. Oui. Du Doliprane, quoi. Hein. C'est léger quand on a vraiment de fortes douleurs. Voilà. Donc après, ça a été... j'avais un médecin traitant depuis que j'étais née et il m'a fait passer du coup une échographie sur laquelle on ne voyait rien. En gros, il m'a proposé de me mettre sous pilule, ce qui pourrait réguler mes règles et donc alléger mes douleurs, ce qui a été le cas au départ. Voilà, j'étais très bien. Ça a mis un petit peu en dormance la pathologie ? Tout à fait. Ça a calmé les douleurs, ça m'a aussi rythmé. Donc pour moi, c'était aussi bien de savoir quand est-ce que j'allais avoir mes règles et quand est-ce que j'allais avoir mal du coup. Pour prévoir mon planning. C'était confortable. Et puis, je sais pas, peut-être au bout d'1 an et demi, les douleurs sont revenues plus fortes, donc on a changé de pilule. Puis à nouveau encore 1 an avec une nouvelle pilule, on a changé de pilule. En fait, je crois que j'ai essayé un petit peu toutes les pilules qui existaient sur le marché. En fait, ton corps saturé au bout à peu près d'1 année, c'est ça ? Oui, je pense qu'il s'habituait en fait. Et donc du coup, la maladie reprenait le dessus. Donc en fait, à chaque fois, il me disait, elle est plus efficace, on va en prendre une autre. Donc j'ai essayé vraiment les monodosés, tridosés, enfin voilà, je saurais plus tous les noms, mais oui, j'ai vraiment essayé énormément de pilules en fait. D'accord. À un moment donné, tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe Alors non, en fait, je continue ce moyen de contraception avec à chaque fois des renouvellements de nouvelles pilules pour essayer, on sait jamais, d'autres choses. Et en fait, vers, je dirais 25 ans, là, les douleurs sont vraiment tellement fortes que je ne peux plus bouger de chez moi, quoi. Je suis en arrêt 1 semaine par mois. Je vomis de douleur. Je suis vraiment pliée en deux, parfois à même plus pouvoir marcher debout, droite. Je suis obligée de rester recroquevillée
j'obtiens un concours en fait, donc je pars en stage à Rennes. Je vois un médecin traitant là-bas parce que je pouvais pas me lever, qui me met en arrêt et qui lui me parle de l'endométriose. Il me dit mais est-ce que vous avez entendu parler de l'endométriose, ça y ressemble. Donc c'est le premier déjà à me prescrire des antidouleurs beaucoup plus puissants qui effectivement me soulagent mieux. D'accord. J'essaye de me renseigner sur l'endométriose, donc je commence à lire certaines choses, mais à l'époque pas beaucoup de choses. J'ai vraiment pas trouvé beaucoup d'informations. Donc bon, ça continue encore. Il te parle de ça, mais il te prescrit pas d'autres examens complémentaires à faire? Alors, si j'ai eu écho, radio, IRM, et on me dit que tout va bien. Là, Donc c'est des règles très douloureuses et que c'est normal finalement. C'est normal, c'est dur d'être une femme, c'est comme ça. Voilà, donc c'est vrai que je me dis bon bah oui, je suis peut-être très douillette parce qu'autour de moi je vois mes amies qui ont leurs règles. Alors elles ont une gêne souvent la veille, le premier jour de règles, mais pas à mon point. Et donc c'est vrai que comme tout le monde me dit qu'il n'y a rien, bah j'y crois. Je me dis ok, bah il y a rien. Bon bah va falloir que je vive avec ça toute ma vie. Et puis un jour, je suis en vacances chez mes beaux-parents, enfin les parents de mon ex-conjoint. Et la mère, sa mère, me voit dans cet état et me dit c'est pas normal. C'est la première à me dire c'est pas normal. Donc je lui explique, je dis oui mais il y a rien. On me dit qu'il y a rien. Elle me dit non c'est pas normal. Soit t'as un kyste vraiment énorme, soit t'as un fibrome, soit il y a quelque chose, c'est pas possible. Son père, du coup, à mon ex-conjoint, prend du tramadol pour des douleurs. Voilà, il a une pathologie et il me dit bah vas-y, prends un comprimé de tramadol. Et là, je le prends et une demi-heure après, je revis littéralement et je me dis waouh. Et elle me dit, mais en fait, c'est un dérivé de la morphine. Donc, tu vois, tu n'as pas rien. Si tu as besoin de morphine, c'est que t'as pas rien. Donc là, je commence à plus me renseigner. Ça a dû être important, cette reconnaissance déjà de ta douleur et de ton état de souffrance par ta belle-mère à l'époque. Oui, alors ma mère, elle voyait bien l'état dont j'étais, donc elle était présente. Mais c'est vrai que comme les médecins disaient qu'il y avait rien, bah voilà, elle était présente, mais je pense que personne comprenait trop à quel point je pouvais avoir mal en fait. Et je me disais que moi-même, c'est peut-être juste ça venait de moi. Mon gynéco de l'époque en plus m'avait dit bah peut-être aussi va falloir voir au niveau psychologique, hein, il y a peut-être un truc, voilà, donc c'est vrai que c'est pas simple à entendre. Là, je me mets un peu plus en recherche par rapport à l'endométriose. J'en parle plus autour de moi. Et en fait, il s'avère que la nouvelle femme de mon oncle, donc qu'il vient juste de rencontrer, souffre d'endométriose. Et me conseille donc un gynéco qui est spécialiste de l'endométriose, pas loin de chez moi. Donc là, je me dis, waouh, trop bien. Et il s'avère que c'est le cabinet, enfin c'est dans une polyclinique, et donc c'est dans une clinique, pardon. Et c'est la troisième porte après mon gynéco actuel, en fait. Et là, j'hallucine un peu parce que je me dis, bah, ils sont collègues, il y a quand même un collectif de travail, et il y en a un qui me dit depuis quelques années que j'ai rien, et l'autre, il est spécialiste. Bon. Donc, j'appelle en me disant, j'ai un rendez-vous dans 3 mois, mais bon, c'est pas grave, j'appelle, il me dit, la secrétaire me dit, j'ai une dispo demain. Quelqu'un qui a annulé, voilà, 19h, ça vous va? Évidemment. Donc, j'y vais, contente de me dire, bon, au moins, voilà, on va peut-être pouvoir me dire ce que je peux faire. Donc je lui évoque tous mes symptômes. Il me dit, bah écoutez, y a rien aux IRM, y a rien aux échos, faut aller voir à l'intérieur. Là je dis, ah ok. Et il me dit, j'ai une place demain au bloc, 8h. Waouh. Donc là je me dis, bah allons-y. De toute façon, j'en peux plus, donc ouais, allons voir vu qu'on voit rien aux examens. Mais je restais convaincue qu'il y avait quelque chose de pas normal en fait. Donc il te propose une chirurgie explorative, c'est ça? Tout à fait, une cœlioscopie. En me disant ça dure 45 minutes, ça va me permettre de voir à l'intérieur. Parfois il y a des choses qu'on voit pas aux radios, qu'on voit pas aux échos. C'est infime, l'endométriose ça peut être des cellules vraiment très fines mais qui font très très mal mais qu'on ne voit pas, donc allons-y. Donc là, ok, donc du coup je rentre chez moi, je préviens mes parents, je prépare ma petite valise et je retourne à la clinique à 21h pour me faire hospitaliser pour le lendemain matin. Donc à la fois angoissée mais aussi contente de me dire bon au moins on va aller voir vraiment je serai fixée sur place. Ouais. Vraiment et je vais savoir in situ. Voilà, exactement. Donc à 8h je pars au bloc comme prévu et là je me réveille à 13h30 je crois et je me dis bah c'est long. C'est pas normal. On m'avait dit
45 minutes. Un peu de réveil derrière, mais bon, 2 heures, 2h30, au moins t'aurais eu les yeux ouverts, un peu dans le pâté. Mais... C'est ça. Et donc du coup, alors déjà mes parents très inquiets forcément, parce que pas de nouvelles, ils commençaient à se dire oulala. Et surtout, moi je vois pas le chirurgien tout de suite, parce qu'il enchaîne ses autres interventions. Et donc il passe dans ma chambre à 21h. Et personne entre-temps n'avait pu te dire quoi que ce soit? Non, tout le monde me disait attendez le chirurgien. Tu étais douloureuse? Ça allait. Franchement, ça allait, pas plus que les douleurs que j'avais l'habitude de rencontrer, donc non. Franchement, j'étais plutôt bien. Donc il est venu à 21h, donc j'attendais sa venue, voilà. Et là, il me dit eh bien, c'est effectivement ça. Vous souffrez d'endométriose. Vous en êtes au stade le plus élevé, stade 4. Il y en avait partout. Il fait, je ne sais pas comment vous avez fait pour tenir jusque-là. Et donc là, je m'effondre. Et il me dit, non, mais on va trouver des solutions, c'est pas grave. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et en fait, je lui dis, mais en fait, je pleure pas parce que je suis triste, je pleure de joie. Enfin, on me dit, cette douleur, elle s'explique. Et elle n'est pas dans ma tête. Et c'est pas moi le problème. Enfin, c'est mon corps, mais... C'est pas normal. C'est pas normal. Et tout ça tout ça s'explique. Et s'explique à tel point que l'opération a duré 5 heures. Que du coup, c'était une cœlioscopie, mais qu'il a dû ouvrir à d'autres points parce qu'en fait, il pouvait pas tout atteindre. Que j'en avais plein la vessie, les intestins. Et ce qui explique aussi beaucoup de douleurs que j'avais. En fait, je pouvais pas me retenir de faire pipi. J'avais beaucoup de mal, surtout quand j'avais mes règles. J'arrivais pas à aller aux toilettes à la selle. C'était impossible pour moi quand j'avais mes règles. C'était trop douloureux. Et du coup, tout ça, prend forme et je me dis, ah ok. Donc ce jour-là, pour moi, c'était vraiment plutôt une joie, une reconnaissance, quelque chose que j'attendais depuis longtemps, en fait, depuis 15 ans. Et comment il explique qu'il n'y avait aucune imagerie qui puisse voir ça, alors qu'il te dit que tu en étais recouverte? Ça paraît complètement dingue, mais c'est important vraiment aujourd'hui de le dire, parce que ça veut dire, si on vous dit qu'il n'y a rien, ne vous arrêtez pas à ça. Si vous avez mal, votre corps vous alerte avec la douleur. C'est un système d'alerte, hein. Les gens qui n'ont aucune douleur, c'est extrêmement dangereux. Ils mettent la main sur une plaque, ils se rendent pas compte qu'ils se brûlent. La douleur, elle est là pour nous faire retirer la main sur le feu. Elle est là pour nous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'en occuper. Donc ne pas s'arrêter aux examens qui reviennent normaux, hein. On le dit pas assez, malheureusement. Oui, en fait, alors, il y a 15 ou 20 ans, je pense qu'aussi c'était moins performant, la maladie était moins connue. Maintenant, je pense qu'un médecin traitant qui prescrit une écho dans un labo classique, effectivement, faut pas, chez un radiologue qui a pas l'habitude, qui connaît pas la pathologie, faut pas s'arrêter à ça. Je vais y venir après, mais j'ai été prise en charge ensuite par le centre endométriose qui a ouvert il y a pas très longtemps en fait, à Nantes. Et eux, avec leur technologie, alors je pense aussi avec les progrès au fil du temps, et leur connaissance de cette maladie, ils doivent plus regarder les images de la même manière. Je ne sais pas, je l'explique peut-être pas. Que les coupes sont pas les mêmes, en tout cas qu'ils viennent chercher autrement, qu'ils ont d'autres techniques qui aujourd'hui font qu'on voit beaucoup plus facilement. Ouais, parce que effectivement, voilà, j'ai pu depuis passer d'autres échographies, des radios, des IRM, coloscopie. Ok. Voilà, donc c'est un peu le principe de la coloscopie, mais en échographie. Donc c'est par l'intérieur, mais en écho. Et en fait, maintenant, voilà, ils sont en capacité, mais je pense qu'il faut vraiment... Alors, plus ça va, plus il y a des centres endométriose qui ouvrent. Donc je conseille, voilà, même si on dit il n'y a rien sur les radios, mieux vaut passer par un centre. C'est une prise en charge globale en plus. Donc c'est chouette. Donc moi, effectivement, à part cette opération, ça a permis le diagnostic. Mais sinon, sans ça, j'y serais toujours, je pense. Comme il me l'a bien dit, j'ai tout bien nettoyé, j'ai tout bien gratté, j'ai tout bien frotté. Maintenant, il en reste à l'intérieur des tissus. Et ça, je peux pas l'enlever. Donc il va y avoir du mieux. Et pour combien de temps aussi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça va continuer de se développer. Donc l'idée, c'est d'arrêter les règles, d'arrêter l'endomètre de fonctionner en fait. Donc il m'a mis sous une pilule sans règles déjà le temps de me remettre de l'opération. Et ensuite il m'a dit de toute manière voilà, vous avez quasi zéro chance d'avoir un enfant
vu votre âge, c'est soit je vous mets sous ménopause artificielle, soit vous essayez de faire un bébé maintenant, parce que ça peut prendre de nombreuses années, voire ne jamais arriver. Tu avais quel âge à cette époque ? J'avais 29 ans. Ok. Donc c'était pas encore au programme. C'était dans un futur assez proche envisagé. Mais là voilà, je venais d'avoir un concours, j'étais encore en phase de stage, j'allais prendre un poste pas longtemps après. Donc c'était voilà, j'avais dans l'idée de me dire d'ici 2, 3, 4 ans, mais pas tout de suite maintenant. Il me dit mais de toute manière, ça va pas arriver. Donc faut essayer. Et là je lui dis bah oui, mais pendant que j'essaye, du coup j'ai pas de traitement. Donc il va falloir que je supporte mes règles. Naturelles. Il me dit c'est pour ça qu'il faut essayer maintenant, parce que j'ai enlevé le maximum, donc vous allez avoir moins mal. Par contre ça va revenir très vite. Donc plus vous essayez rapidement, déjà là le terrain est plus propice parce que j'ai tout bien nettoyé. Okay. En fait il y a plus de chances qu'une grossesse débute et puisse s'implanter et évoluer. Voilà, et que ce soit moins douloureux pour moi. Mmh. Du coup on en parle avec mon conjoint de l'époque. Voilà, c'est pas forcément à l'ordre du jour, mais bon, on essaye. Et il s'avère... Parce que ça te tenait vraiment à cœur d'être maman un jour. Oui. C'était En fait, je pense que j'envisageais d'être maman, mais tant qu'on m'avait pas dit que ça serait compliqué ou voire impossible, à ce moment-là, c'est devenu quelque chose d'urgent, en fait. Bien sûr. J'avais toujours envisagé d'avoir des enfants, d'avoir même une famille nombreuse. Pour moi, c'était important. Et là, ça remettait tout en perspective. Ouais. Et comme on me disait, c'est maintenant. Ou peut-être jamais. Ou sûrement jamais. Du coup, c'est maintenant alors. Et donc voilà, donc on se dit, alors, pendant 3 mois, de toute façon, après l'opération, c'était repos, le temps de se remettre de la chirurgie. Et puis on essaye tout de suite après. Et là, premier coup d'essai, je tombe enceinte. Donc déjà je me dis le médecin il exagère parce que c'était pas prévu si vite, avec à la fois ce soulagement de me dire mais c'est génial parce qu'en fait c'est que je peux, finalement je peux, et je m'en suis rendu compte très très vite. Alors on dit qu'il faut pas faire de test de grossesse avant 1 mois, machin, voilà, à l'époque en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit, mais au bout de 8-10 jours après mes règles, j'avais pas mal au ventre, ce qui est pas normal. Parce que généralement, mes douleurs commençaient juste après l'ovulation, crescendo jusqu'à mes règles, et ça s'arrêtait avec la fin de mes règles. Donc c'est vrai qu'avant l'opération, j'avais quasi mal 15 jours par mois, quoi, en gros. Et du coup, je me dis, j'ai pas mal au ventre, c'est bizarre. J'ai pas mal au ventre, c'est bizarre. Bon, je vais faire un test. Donc je l'ai su très vite, très tôt. Et donc là, je me dis, alors à la fois très heureuse, et en même temps de me dire, oh là là, mais c'était pas prévu, et puis très anxieuse par rapport à cette grossesse, parce que avec la pathologie, alors le gynéco voulait rassurant, me dire, voilà, le plus dur c'était de tomber enceinte, vous l'avez fait, maintenant ça va le faire, voilà. Mais j'étais quand même anxieuse. Est-ce que la pathologie va jouer sur le bon déroulement de la grossesse ou pas ? C'est ça. Est-ce que ça va jouer dessus, et puis est-ce que ce bébé va s'accrocher ? Est-ce que ce n'est pas une fausse joie et il faudra recommencer ? Tout un tas de questionnements. Et puis ce début de grossesse a été très très compliqué, très fatiguée, à vomir les 3 premiers mois. J'ai nausée continue. Les 4 premiers mois du coup. Le premier mois ça allait à peu près, et après j'avais beaucoup de douleurs dans le ventre, beaucoup. Ce qu'on a expliqué aussi à cause des adhérences. Ce qui fait que comme mon ventre se préparait à accueillir, ça tirait et ça faisait mal, donc forcément des inquiétudes. Oui. Et voilà, et ces vomissements, donc franchement, les 3 premiers mois, 4 premiers mois, ça n'a pas été du tout une partie de plaisir. C'est l'enfer. L'enfer. Ouais. C'est pour une bonne cause, mais en fait, on se rend pas compte quand on l'a pas vécu, mais... Et je comprenais pas toutes ces femmes qui savaient la grossesse, c'est merveilleux. Non. Pas forcément, en tout cas. Pas pour moi. Et au bout de 4 mois, du coup, ça s'arrête pour toi, ces vomissements incoercibles et cet état vraiment très dur ? Ouais, ça s'arrête. Donc là, je rentre dans un mois plutôt agréable. Je commence à sentir bouger mon bébé. Plus de vomi. Ça, c'est génial. Parce que pour l'anecdote, j'en pouvais tellement plus que j'étais à l'époque, j'avais à peu près 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir pour mon stage. Et en fait, je m'arrêtais plus
sur la voie rapide. En fait, j'ouvrais ma fenêtre, je vomissais par la fenêtre, je n'en pouvais plus. Donc en fait voilà, c'était devenu bon. Voilà, je vomissais n'importe où, n'importe comment. Je n'en pouvais plus. Et donc à partir du 4e mois, là, ça commence à être vraiment plus cool pour moi. Avec toujours quand même des douleurs, donc cette inquiétude, mais le côté un peu agréable du ventre qui s'arrondit, de sentir son bébé bouger. Donc là, je prends vraiment conscience de waouh, je suis enceinte. On a passé, on va dire en tout cas, la période compliquée et où on n'est pas forcément sûr que bébé s'accroche. Et donc là, ça j'ai 2 mois. Là, tu profitais. Ouais, je profite pendant 2 mois de ces moments agréables. Pourquoi seulement 2 mois? Eh bien, parce qu'après, ça s'est aussi compliqué. En fait, donc j'ai pris mon premier poste. Je travaillais beaucoup, ça tirait beaucoup. En fait, j'avais toujours mal dans le bas-ventre. Mais pour moi, c'était des douleurs. Par rapport à mes douleurs de règles, c'était rien. C'était une espèce de pesanteur dans le bas du ventre. Voilà. Un jour, je me sers un thé et je fais couler de l'eau chaude sur mon ventre. Donc panique à bord. Je file à la clinique, j'ai brûlé mon bébé, etc. On me rassure, c'est superficiel, tout va bien. On va quand même faire un monito pour vérifier que bébé va bien. Et là, on me dit, vous avez des contractions toutes les 4 minutes. Il est possible que vous accouchiez. Non. C'est ça que tu sentais. En fait, ton ventre était dur. C'est ça, il était dur et en fait, on m'explique que j'ai un utérus contractile. Que donc j'ai des contractions et moi je dis mais non je vais pas accoucher, mais ces douleurs je les ai depuis le début de la grossesse en fait, donc j'ai pas, ça t'inquiète pas plus que ça? Le fait qu'ils me disent que potentiellement je vais accoucher, je les crois, donc ça m'inquiète un peu, mais au fond de moi je me dis mais en fait cette douleur je l'ai toujours. Bon. Donc du coup il m'hospitalise, voilà, pendant 1 semaine avec un traitement pour limiter les contractions, et tous les jours on me fait des tests. Alors j'ai eu je saurais même plus lesquels, mais pour me dire si je vais accoucher quoi dans les 2 jours quoi. Et donc à chaque fois c'est le stress. Ah oui vous allez accoucher, on refait le test le lendemain. Ah non ça a l'air plutôt bon. Enfin bon, à la fin j'étais là, oui non mais je vais pas accoucher, vous voyez bien que je vais pas accoucher, je vais très bien, faut juste que je me repose. Et le traitement il a marché pour diminuer les contractions ou pas? Alors ça a diminué, mais elles étaient toujours là. Du coup, on me renvoie chez moi avec donc ce traitement à poursuivre et à alité. En tout cas, quel terme à peu près? J'étais au presque 7e, presque 7e mois, ouais. Donc c'était encore un peu tôt. C'était un peu tôt, donc c'est vrai qu'ils m'ont à me dire que j'allais accoucher. Moi, je me disais mais ce qui me stressait, c'est qu'ils me disaient non, mais vous vous rendez pas compte, votre bébé il va aller au CHU. Il va peut-être pas survivre. Vous allez rester à la clinique, donc vous serez séparés. Enfin, moi, c'était plus... Ils étaient très, très, très anxiogènes. Oui, ils étaient pas... Ils voulaient pas très rassurants. Donc, moi qui ai une nature un petit peu anxieuse, quand même. Un petit peu, je suis gentille, beaucoup. Mais j'ai l'impression que tu sentais aussi ce qui se passait à l'intérieur de ton corps. Enfin, que t'avais aussi cette confiance de dire, mais je le ressens depuis le début. En fait, vous me dites que j'ai un utérus contractile. Comme si au fond de toi, il y a bien sûr une inquiétude parce que les médecins, eux, sont très inquiets, mais comme si au fond de toi, tu sentais que ça allait aller. Oui, en fait, c'est ça, c'est que je pense que j'étais très inquiète de ce qu'on me disait, et en même temps, je me disais, attends, pour l'endométriose, ils ont mis 15 ans à trouver ce que j'avais, j'étais sûre qu'il y avait un truc qui allait pas, mais en même temps, tout le monde me disait que tout allait bien. Et là, je me disais, ils me disent que tout va mal, mais moi, j'ai l'impression que ça va quand même. Donc, voilà, donc... je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de faire le minimum, sans m'arrêter de vivre pour autant. Ce qui pour moi en plus était dur parce que j'attendais ce congé mat pour préparer la chambre, tout ça évidemment. Et en fait, je pouvais rien faire. Donc c'était pas simple, mais bon, je me suis reposée. Les derniers mois étaient compliqués parce que évidemment il y avait forcément quand même cette inquiétude. Et puis j'étais pas en grande forme quoi. J'avais pris beaucoup de poids. Beaucoup de rétention d'eau, enfin voilà, bon,
les petits tracas de la grossesse classique, on va dire, qu'on appelle petits tracas, mais qui le sont pas tant que ça. Pas tant que ça. Et puis une fois passé le cap des 8 mois, du coup, je me suis dit ouh, c'est bon, je me lève, je fais la chambre, je bouge, je peux commencer à aller acheter 2-3 bricoles, c'est bon. Donc voilà, donc je m'active un petit peu tout en restant raisonnable. De toute manière, je n'étais pas capable de faire plein de choses dans une journée. Donc j'ai mon petit rythme de la petite sieste, voilà, parce que forcément on dort pas beaucoup en fin de grossesse, c'est compliqué. Et puis voilà, j'arrive presque à terme. Comment se passe l'accouchement du coup ? Très bien, un travail très long. J'avais décidé de pas prendre la péridurale. C'était un choix, je me disais voilà, j'essaye après si vraiment. Et en fait, au bout de, je pense, à peu près 12 heures de travail, j'étais toujours pas dilatée. Donc on me dit non là, ça commence à devenir dangereux, j'avais rompu la poche des os. On me dit ça commence à devenir dangereux pour le bébé. Donc nous, on vous conseille la péridurale. Je dis bah j'ai tenu 12 heures là, j'en peux plus à me plier en deux. Bon, finalement, c'est pas beaucoup plus douloureux que ce que j'ai vécu auparavant. C'était très douloureux, mais j'avais envie d'aller au bout sans péridurale. C'était un peu comme un défi que je m'étais posé. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de mettre au monde ce bébé naturellement. Puisque finalement, j'avais vécu ma vie de femme jusque-là, pas naturellement, toujours avec des substituts hormonaux et... Voilà, je sais pas, j'avais vraiment envie de tenter. Et on me dit, oui, mais vous dilatez pas, vous êtes trop contracté. Et là, faut vous décontracter, sauf que bon, plus on vous dit, faut vous décontracter, avant ça marche. Bien sûr. Bon, je finis par dire, ok, allez. Et donc là, ils me font la péridurale, donc c'est vrai que bon, là, je pars... petite sieste, nickel, tout va bien. Et là, enfin voilà, là la dilatation. Ton corps relâche et du coup ton col s'ouvre. Exactement. C'est vrai que la péridurale, ça peut faire les deux effets. Soit ça permet au corps de se relâcher complètement, il y a plus de tension et donc le col s'ouvre. Soit on dit que ça peut ralentir aussi le travail. Donc dans ton cas, ça a été positif et le travail s'est accéléré et le col s'est ouvert. Voilà, et donc quelques heures, pas très longtemps, peut-être 4 heures après la péridurale. Oui, effectivement, ça a été efficace. Ça a été très efficace. Et donc, voilà, j'ai accouché naturellement, par voie basse, avec un bébé en bonne santé. Donc, tout nickel. Ça, c'est super. Comment se passent les suites ? Du coup, la maladie reprend tout de suite le dessus ou t'as un petit peu de répit ? Mon gynéco me represcrit du coup tout de suite après l'accouchement une pilule en fait c'est une micro-dosée je crois, pour atténuer les saignements post-accouchement pour éviter que ça se redéveloppe trop. Mais pendant à peu près 2 mois, je saigne très abondamment. J'en voyais pas la fin, on m'avait dit allez 1 mois, pas plus. Et en fait ça s'arrête jamais quoi. Et donc je suis très fatiguée, beaucoup de contractions, énormément de contractions. Donc pareil, on me dit c'est normal, c'est l'utérus qui reprend sa place, voilà, qui se remet en place, etc. Mais des contractions très très fortes. D'accord. Oui, pendant bien 2 mois. Et après ça se calme. Je me dis chouette. Donc là, je revois mon gynéco qui me dit maintenant de toute façon, on a 2 options. Soit on reste sous une pilule ou je vous conseille plutôt le stérilet vu que vous avez eu un enfant. Un stérilet aux hormones ou un stérilet au cuivre ? Non, hormonal. Parce que malgré tout, il fallait limiter les oestrogènes. Voilà. Je me dis pourquoi pas le stérilet. Après tout, c'est vrai que c'est un confort de vie de pas penser à sa pilule tous les jours, etc. Très mauvaise idée, puisqu'en fait je réagis très mal à ce stérilet, puisqu'en fait mon corps ne l'accepte pas. D'accord. Donc j'ai des contractions tout le temps. Ok. Est-ce que des fois à la pose du stérilet, il peut y avoir des contractions pendant 24-48 heures max, mais après ça passe avec du Spasfon, de Doliprane en général, ça va. Mais toi ça passe pas. Alors non, ça ne passe pas du tout. On me dit patientez encore un petit peu, parce que vu votre utérus contractile, il se peut que ce soit vraiment lié en fait à ça. Patienter encore un petit peu. Donc en fait en tout j'ai patienté 2 mois je crois, 1 mois et demi peut-être. J'en pouvais plus, c'était contractions, des saignements de dingue. Donc en fait j'avais mes règles
En plus, ça me faisait mal tout le temps. Je me dis, en fait, zéro bénéfice. Donc, je suis retournée voir mon médecin, enfin, le gynéco, qui me dit, on le retire de suite. Alors là, le retrait, un soulagement, mais instantané mais vraiment de suite, quoi. J'ai senti, tout s'est relâché à l'intérieur, ça m'a fait vraiment du bien. Et du coup, je suis passée à la ménopause artificielle. Ok. Voilà, direct, parce que je voulais être opérationnelle pour ma petite fille. Donc pour moi, je voulais même plus entendre parler de mes règles, quoi. C'est bon, j'avais eu un bébé. Si j'en envisageais un autre, on en reparlerait plus tard. Mais là... Voilà, tu voulais mettre sur pause tout ça pour te consacrer à ta vie, en fait. C'est ça. Ta vie de maman, ta vie de femme, ta vie professionnelle. Tout ça, exactement. Avoir vraiment... pas être rythmée. Par la maladie. Par la maladie. Ça a très bien fonctionné, cette ménopause artificielle, au niveau des douleurs. Clairement, nickel. Par contre, il y a des effets secondaires. Lesquels? Alors, la prise de poids, déjà. En une année à peu près, peut-être un peu plus. J'ai dû prendre 12 kilos. Donc, c'était difficile pour moi de l'accepter. Surtout que j'avais réussi à perdre mes kilos de grossesse. Oui. Donc, j'étais plutôt contente parce que j'avais pris beaucoup de poids. Et en fait, là, je les ai repris tranquillement, mais voilà. Et du coup, j'ai fait attention à ce que je mangeais, mais... Ça n'avait pas d'impact. Ça n'avait zéro impact, donc je me suis dit, oh là là. Et puis, quelques bouffées de chaleur par moment. Donc un peu compliqué de transpirer tout le temps. Enfin, tout le temps. Oui, par bouffée, quoi. Mais d'un coup, voilà, on est trempé de partout. Donc, voilà, comme une ménopause, paraît-il, classique, que je n'ai pas encore vécue. Mais là, 30 ans à peu près? Oh, ouais, c'est ça. Et puis, une peau très, 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 très sèche. Donc c'était compliqué, quoi. J'avais beau hydrater. Voilà, c'était... alors après, ça restait visuel et un inconfort. C'était vraiment surtout le poids, moi, qui a été difficile pour moi à accepter. Donc c'était soit je pèse beaucoup plus que mon poids de forme, en tout cas que moi je souhaitais, soit j'ai des douleurs, quoi. Enfin, je peux pas avoir les deux. Oui. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai choisi de rester comme ça pour l'instant parce que ça me permettait quand même de travailler, de m'occuper de ma fille, de pas avoir ces douleurs qui restaient en mémoire hyper douloureuses. Donc t'as fait ce choix-là en tout cas. J'ai fait ce choix-là, ouais. Et puis j'ai appris que le centre endométriose ouvrait à Nantes. Et donc je me suis dit, mais ils ont peut-être des choses à me proposer, eux. Mais oui. Eh oui. Donc j'ai eu rendez-vous avec un gynéco très rapidement. Il y a un seul gynéco vraiment spécialisé dans ce centre et ils garantissent un rendez-vous sous 15 jours avec une réelle prise en charge globale. Et ça a été vraiment... je me suis vraiment sentie... entendu déjà, maladie reconnue, entendu dans mes souffrances parce que du coup on m'a proposé des rendez-vous avec des médecins de la douleur. On m'a proposé après plein de médecines alternatives. Donc j'ai vu une naturopathe spécialisée dans l'endométriose. Qui t'a donné des conseils sur l'alimentation par exemple? Exactement. Ça n'a pas été simple à entendre, mais voilà, elle m'a conseillé le régime anti-inflammatoire qui avait fait ses preuves alors sur beaucoup d'autres pathologies, mais voilà, l'endométriose c'est avant tout quand même une grosse inflammation. Mais ça voulait dire plus de gluten, plus de produits laitiers, plus de sucre, plus d'alcool, plus de café. Et donc là, je l'ai regardé, je dis... La vie, quoi. Comment te dire? Autant sauter du toit tout de suite. Qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, j'étais là, ah oui, d'accord, ok. Bon. J'en ai vu une autre après, parce qu'elle était très stricte, qui m'a rassurée en me disant, mais non, ça, c'est le strict. C'est ça. Maintenant, il faut vivre. Donc, vous pouvez limiter, mais vous faire des plaisirs de temps en temps. Ce que j'avais pas entendu au départ. Au départ, c'était plus du tout de ça. C'était vraiment zéro. Et en plus, j'avais constaté qu'en arrêtant pleinement le gluten, dès que j'en mangeais un petit peu, parce que parfois, je savais pas qu'il y avait du gluten dans certains aliments, parce qu'ils en mettent partout. Voilà. Que du coup, j'avais des urticaires. Et je comprenais pas les urticaires géants. J'avais fait des tests chez l'allergologue, etc., en me disant, je suis allergique à quoi? En fait, non. C'est juste que mon corps ne comprenait plus la moindre petite introduction de gluten. Voilà. Donc ça te crée même de l'inconfort. Donc il valait mieux en avoir un tout petit dosage. Voilà. Plutôt que plus du tout et de réintroduire d'un coup un tout petit peu de gluten. C'est ça. Donc la deuxième naturo spécialisée vraiment en endométriose, là, pour le coup, m'a dit, voilà,
c'est le régime effectivement préconisé. Maintenant, un petit verre le week-end, un petit croissant le week-end, c'est ok. Donc déjà voilà, je savais que la semaine j'étais vigilante et le week-end, bon, je pouvais me faire plaisir. Et là, ton corps, il était ok, il réagissait pas, il y avait plus d'urticaire? Il y avait plus d'urticaire et je me sentais beaucoup mieux dans mon ventre en fait. Mon ventre qui était toujours très gonflé, très ballonné, un transit compliqué. Là, je sentais que c'était plus fluide. D'accord. Je me sentais beaucoup plus légère. Je trouvais que j'avais un regain d'énergie. Donc, c'était chouette. C'est vrai qu'au début, on se dit, oh là là, mais je peux plus rien manger, je peux plus rien boire, c'est l'enfer. Faut réinventer, en fait, la manière de se nourrir. Ouais. Mais ça m'a tellement apporté un regain d'énergie. Et puis, j'ai eu une petite perte de poids à ce moment-là, quelques kilos. Comme quoi, le transit, refonctionnait quand même mieux. Et donc, ça m'a, je me suis... permis de te sentir mieux. Exactement. Et puis, on m'a conseillé également du yoga. En fait, il y avait 2 profs de yoga qui proposaient un yoga spécifique endométriose. Donc c'est vraiment du yoga mais basé sur le bassin et la détente en fait de toute cette zone et ça m'a beaucoup soulagée aussi. D'accord. Vraiment. C'était vraiment un bien-être après ces séances. Alors la douleur revenait certes, cette contraction continue qui était pas une douleur très forte mais qui était présente tout le temps. Mais ces cours de yoga avec cette alimentation, il y avait du mieux. Mais j'étais quand même sous ménopause artificielle donc bon. Ça n'aurait pas suffi tout seul. Voilà. Mais ça t'apportait un vrai bénéfice en plus de la ménopause artificielle. C'est ça. Et le gynéco m'avait bien dit, le traitement, les hormones ne feront pas tout. Il faut à côté que vous puissiez trouver ce qui vous fait du bien. Et donc il propose, plein de choses. Donc ça c'est super parce que, je veux dire, si j'avais tapé sur internet, j'y aurais même pas pensé. Yoga spécifique endométriose. Jamais j'y aurais pensé en fait. Bien sûr. Et donc c'est des exercices en plus qu'on montre et quand on a des douleurs, on peut essayer de les refaire chez nous et c'est chouette, ça soulage. C'est pas miraculeux mais je veux dire c'est une hygiène de vie en fait à tous les niveaux. En fait c'est l'accumulation de plusieurs choses. Il n'y a rien de miraculeux en soi, mais le yoga plus l'alimentation plus un traitement médicamenteux, c'est la combinaison d'un ensemble de choses qui fait qu'il y a une amélioration de l'état général en fait. Ouais. Et donc tout combiné c'était chouette. Et là j'ai aussi une amie qui m'a conseillé ce qu'on appelle le Chinetsang. Donc c'est un massage énergétique du ventre. En fait elle en faisait avec une professionnelle qui est en fait psychosomatothérapeute et qui utilise son outil principal, c'est le Chinetsang. Donc ce fameux massage énergétique chinois du ventre. Elle me l'a conseillé. Je me suis dit mettons toutes les chances de mon côté, j'y vais. Et alors là, ce fut une révélation. Ça a été incroyable, comme j'ai été soulagée vraiment du ventre. En fait, elle a vraiment refait circuler l'énergie dans mon ventre par le massage, là où il était en fait bloqué, parce que contraction et puis je pense la mémoire de la douleur, et puis comme pour ne pas avoir trop mal, on se contracte. Je contractais même quand j'avais pas mal, je sais pas, il y avait cette espèce... Et là, elle a libéré. Et ça m'a fait vraiment grand bien. Donc, elle m'a suivie pendant 2 ans. À quel rythme sur ces 2 ans? J'y allais une fois tous les 15 jours. Ok. C'était bien. En même temps, financièrement, c'est aussi ce que je pouvais me permettre. Parce qu'il faut quand même savoir que toutes ces médecines douces ou parallèles sont pas prises en charge. Donc, c'est aussi financièrement un coût. Le yoga spécifique, la naturo régulièrement... le Chinetsang, c'est un budget. Après, pour se sentir mieux, c'est vrai que... mais bon. En tout cas, tu t'es donné les moyens d'essayer de mettre tout ça en place pour aller mieux. Oui, et puis c'est vrai que comme elle était aussi psychosomatothérapeute, donc elle utilisait le Chinetsang, mais il y avait aussi beaucoup de verbal, donc on échangeait beaucoup. Et donc ça m'a permis aussi de beaucoup parler de cette maladie, de l'évoquer avec elle, de voir en quoi pour moi c'était compliqué, qu'est-ce qui me faisait vraiment souffrir par rapport à ça, de faire des liens aussi par rapport à mon adolescence, à ma personnalité aussi, ce côté jamais vouloir déranger, tout ça, un peu réservé sur certaines choses, pas se livrer, avoir l'impression de pas être comprise. Ça m'a permis en tout cas de mettre des mots sur aussi le ressenti émotionnel qui était... Faire sortir les émotions et poser des mots dessus. Ouais. Donc elle m'a beaucoup aidée et à un tel point que j'ai décidé, contre avis de mon médecin, d'arrêter mon traitement pour voir ce que ça ferait.
Et pendant 8 mois, je n'ai pas pris ce traitement, enfin cette ménopause artificielle qui était en comprimé. Et j'ai continué les massages et j'allais très très bien. Ok. Malheureusement, les douleurs sont revenues très progressivement. Donc j'ai fait le choix de continuer les massages, mais de reprendre mon traitement parce que je voulais pas être à nouveau handicapée dans ma vie de tous les jours, quoi. Tu as essayé, ça a marché pendant 8 mois et quand t'as vu que ton corps arrivait à la limite, t'as retrouvé l'équilibre médecine allopathique et médecine traditionnelle. Et donc quand les douleurs sont revenues, on m'a refait échographie, donc externe et puis par voie vaginale. On m'a fait IRM à nouveau, etc. Et donc là, on a vraiment localisé l'endroit où il y en avait. Et donc on a, grâce à tous ces examens à nouveau qu'on m'a fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était principalement donc dans le côlon et dans le rectum que c'était localisé. Mon médecin m'a dit, je pense que la ménopause artificielle, de toute manière, c'est le mieux pour vous. On pourrait envisager une chirurgie quand les douleurs seront trop fortes malgré la ménopause artificielle. D'accord. Seulement, cette chirurgie, c'est une chirurgie digestive, intestinale, et donc il se peut qu'on soit contraint de vous mettre ce qu'on appelle une stomie, donc une poche, donc un anus artificiel. Il m'a dit, au vu de vos douleurs, ça a l'air, vous avez l'air quand même avec tout ce que vous faites à côté de bien le vivre. Il dit, moi, je pense pas que ce soit nécessaire d'intervenir. Ce serait trop invasif. Ok. Voilà. Donc... Mais il t'en parle à ce moment-là. Mais il m'en parle. Mais il te parle pas d'hystérectomie. Non, il me parle pas d'hystérectomie pour l'instant. Parce que c'était vraiment localisé au rectum et au côlon, donc c'était pour venir soulager ça qu'éventuellement il te parle de cette stomie du coup permanente ou plutôt une stomie de décharge. Alors de décharge, il me parle de décharge, mais que rien n'est garanti et que les images elles montrent quand même de gros nodules. Donc dans l'idée effectivement il y aurait une possibilité de remise en continuité, donc raccorder l'intestin après repos, mais pour expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, la stomie de décharge, c'est quelque chose qui n'est pas permanent. C'est un certain nombre de mois où on met vraiment au repos tout le système digestif et après, comme tu dis, on refait la continuité et on enlève la poche et la stomie. Alors que la stomie permanente, on vit avec après tout le temps. Oui. Donc c'est vrai qu'il me disait que c'était en faisant la balance risque-bénéfice. Pour le moment, il ne trouvait pas ça nécessaire. Voilà, et moi non plus. Oui. Voilà, je me disais oui, non. On va peut-être pas prendre ce risque. Et puis c'est une opération qui est lourde. Et puis qui aurait dit que une fois qu'il aurait refait la continuité, ça n'aurait pas repris les douleurs. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi que à l'époque, j'envisageais peut-être une deuxième grossesse. Enfin, en tout cas, c'était pas à court terme, mais dans mon esprit, je voulais un deuxième enfant et c'était pas souhaitable parce qu'il y aurait eu quand même une grosse intervention chirurgicale, on vient toucher au tissu et derrière il peut y avoir des risques avec une grossesse de ce qu'ils appellent une éventration, ce qui est très sympathique comme terme quand on n'est pas dans le milieu médical parce qu'on imagine quelque chose d'horrible et en fait c'est pas forcément le ventre qui s'ouvre, l'éventration, c'est juste un petit tissu qui lâche à un endroit et ça se récupère et c'est pas forcément grave, mais voilà. Donc je fais ce choix-là et je continue, oui, peut-être 2 ans comme ça encore avec le traitement. Et donc qu'est-ce qui se passe 2 ans après ce rendez-vous Eh bien en fait je recommence à avoir de fortes douleurs, très très fortes, pendant 1 semaine. Je me dis c'est bon, ça recommence. La ménopause artificielle ne fonctionne plus. Ça recommence donc très mal, en même temps sans m'inquiéter non plus outre mesure. Je reprends mes petits antidouleurs et puis j'essaie de continuer ma vie en disant non, tu gagneras pas en fait, tu gagneras pas, ça va aller mieux. Donc voilà, je tiens 1 semaine, puis ça monte crescendo, et là on arrive au week-end et je reçois une amie qui connaît ma pathologie, qui vient chez moi passer le week-end. Et puis elle voit mon état en fait le samedi matin et elle me dit mais tu vas pas rester comme ça. Je t'ai plié en 2, je t'ai mais si ça va passer, tu vois hier j'ai eu mal 2 heures puis c'est passé quoi, on a pu faire des choses. Elle n'est pas souvent à Nantes, j'étais ravie de l'accueillir, j'avais envie de profiter de ce week-end. Je dis c'est bon, ça va passer, je prends mes médocs, dans 2 heures, houp la boum, on va se balader.
puis ça passe pas. Et elle me voit, elle me dit non, c'est pas normal, il y a autre chose. Enfin, donc elle me contraint, et je l'en remercie aujourd'hui, à appeler en fait le centre endométriose, les urgences gynécologiques, où on me dit oui, bon, attendez encore un peu. Je dis non, mais en fait là, je peux pas. Vous comprenez pas là. Je suis au bout de ma vie, clairement. Et donc on me dit bon bah passez, le gynéco de garde pour les accouchements vous fera une écho dès qu'il aura entre 2 accouchements en gros. Donc j'y vais, enfin ma maman m'emmène, tout ça sous les yeux de ma fille qui était présente. Pas simple pour elle de lui expliquer que je pars à l'hôpital, très inquiète, moi aussi. Donc j'arrive là-bas, j'attends un petit peu, mais finalement pas tant, mais avec cette douleur c'était quand même dur. Il me fait une écho, et il me dit non, je vois rien. Je dis je suis pas allée à la salle depuis 1 semaine et demie, j'ai très très mal, il y a quelque chose quoi. Il me dit je vois rien, je vous propose de rester. Je vous hospitalise pour la nuit, on va vous donner un petit peu de morphine pour vous soulager déjà dans un premier temps. On va faire des lavements pour essayer de vider. Parce que la morphine, en plus, quand on est déjà constipé, ça peut accentuer... Il me dit, on va vous faire des lavements pour essayer de libérer. Déjà, au moins ça, peut-être que ça va vous soulager un peu. Je passe la nuit, la morphine fait pas du tout effet. Donc, j'appelle toutes les heures en disant, ça passe pas. À chaque fois, on me dit, bon, je vous donne une dose un peu plus forte, dans 20 minutes, c'est bon. Non, en fait. Donc, le lendemain matin, je suis toujours aussi mal. On m'envoie faire une radio en urgence. Je sors, le radiologue me réceptionne. Je vois sa tête, et là, je me dis, ok. Donc, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, le chirurgien vous expliquera. Et là, j'ai donc chirurgien, donc opération. C'est ça. Merci, mais qu'est-ce que j'ai? Il me dit, non, on attend le chirurgien. Donc, on est un dimanche, dans une clinique où il y a juste des urgences, en fait, pour les accouchements, mais normalement, il n'y a pas d'opération. En tout cas, pas digestive. Ils appellent le chirurgien digestif qui accepte de se déplacer, parce que sinon, il m'envoyait au CHU. Et bon, j'étais bien contente de rester à la polyclinique. Et donc, il arrive et il me dit, oh là là, mais c'est la cata, mademoiselle. Ça va pas du tout. Votre intestin, il a explosé. Vous faites une péritonite. Alors, je dis, oui, et en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, faut que j'ouvre. Et puis, on va voir. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà. Ok. Et alors là, a priori, il m'explique certaines choses dont je me souviens pas. Avec la morphine, le stress, tout ça. Moi, juste, je retiens. Et la douleur. Opération, enlever douleur. Je crois que c'est la seule chose que je retiens à ce moment-là. Donc, du coup, je pars au bloc. Et là, l'opération a duré assez longtemps. Et quand je me réveille, alors il est là. Donc ça, c'est chouette parce que de pas attendre. Jusqu'à 21h comme la dernière fois. Ouais. Pour le coup, j'étais la seule patiente à opérer. Oui, c'est ça. Tu n'avais que pour toi. Exactement, je ne l'avais que pour moi. Donc déjà, je me réveille dans une chambre, branchée de partout. Donc je comprends très vite, quand l'infirmière vient, elle m'explique que du coup, je suis en soins intensifs. Voilà, donc j'ai vraiment des perfs partout, des électrodes partout sur le corps. Tu comprends pas ce qui t'arrive? Je comprends pas trop. Je me dis bon, voilà, j'ai mal. J'ai toujours mal, mais bon. Donc j'attends que le chirurgien vienne. C'est un peu flou quand même. Dans l'ordre, dans le déroulé. C'est pas grave. Je sais plus trop. Et donc il arrive, il m'explique donc que c'était bien une péritonite. Et là il me dit, toujours ils sont très délicats. C'était un carnage là-dedans. Un carnage. Je dis, ok, et donc il fait, non mais il y en avait partout. Il y en avait partout. J'étais, mais de quoi? Vos excréments, partout. Vous étiez à 2 doigts de la septicémie. Encore quelques heures, et vous n'étiez plus là. C'est un choc quand même. Ouais. En fait, sur le moment, le choc est, là, je suis. Et différé en fait. En fait, c'est ça. Je suis choquée sûrement, mais je réalise pas du tout ce qui m'arrive. Ouais. Et ce qui aurait pu se passer. Ouais. Et donc là, on m'explique, etc. Et très vite, il me dit, du coup, voilà, vous avez une stomie.
Et je dis, stomie, oui, c'est quoi? Il me dit, je vous ai mis un anus artificiel. Je dis, comment? Où? Hein? Quoi? Enfin, je comprends pas. Donc, très vite, je demande à voir, en fait. Donc, du coup, il me montre. On me montre mon ventre. Et là, par contre, ouais, je me dis, mais c'est par là que je vais faire caca, quoi. Enfin, mais pour toujours, comment? Il me dit, alors, il me rassure, il me dit non. Là, je n'ai pas pu faire autrement. C'était trop inflammé. Il y avait trop de risques. C'est pour quelques mois, 3 mois à peu près. Et après, on envisagera une remise en continuité de votre intestin. Donc, ce n'est que temporaire. Ok, bon. Donc, juste concrètement, c'est un morceau de ton côlon qui est abouché à ta peau au niveau du ventre. Exactement. Et il y a une poche qui est autour et les excréments se vident dans la poche et il faut vider la poche régulièrement. En fait, c'est ça. C'est vraiment, ça fait voilà, l'intestin qui ressort au lieu de ressortir par l'anus classique, il ressort au niveau du ventre. Alors c'est pas douloureux du tout. La cicatrice que j'avais vu la laparotomie, oui, mais après la stomie, voilà, autour on colle. Alors moi j'assimile ça un petit peu comme un tupperware. On fait un petit collant, ça fait comme un petit rebord ou les sachets congélation, et dessus on clipse en fait une petite poche dans laquelle on fait ses besoins. Effectivement, on la jette cette poche et on la change régulièrement. Donc au début, visuellement je la voyais, mais je n'ai pas mangé pendant environ 10 jours. Donc elle n'a servi à rien, c'est-à-dire qu'elle était là, mais elle était vide. Elle était vide. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas comme le rectum où on va décider d'aller à la selle. En fait, les selles peuvent sortir en continu. C'est pas, on ne décide pas de remplir sa poche ou pas. Voilà, c'est ça. En fait, donc pendant 10 jours, pas de selle. Après, j'étais très bien prise en charge. Alors, je pouvais pas bouger, j'avais très mal, mais j'avais une kiné, j'avais une psy. Qui m'a fait beaucoup d'hypnose antalgique parce que la morphine fonctionnait pas bien sur moi. Et j'avais alors comment on appelle ça, une stomatothérapeute qui venait donc tous les 2 jours, qui m'a expliqué vraiment et qui m'a vraiment bien prise en charge sur comment ça fonctionnait, etc. Donc avant même qu'en fait mon transit se remette en place, j'avais déjà les clés au moins de comment je dois faire, comment je gère ça. Comment tu gères, ouais. Voilà. Donc jusque là c'était difficile, mais ça allait. Et en fait, les selles sont revenues, parce que j'ai recommencé à manger au bout de 10 jours à peu près. Et je craignais, donc je voulais pas manger. Alors en fait, effectivement, on ne maîtrise pas quand est-ce qu'on fait ses besoins. Donc c'est hyper déroutant, parce que on peut être en train de parler avec quelqu'un. Je sais pas, en train de faire les courses. Tu le sentais, ou tu sentais juste la poche s'alourdir, ou tu sentais clairement que... Alors, au départ, je le sentais pas vraiment. Je sentais la poche, voilà. Du poids dans la poche. Alors, pour l'instant, au tout début, j'étais allongée. Ça, c'est une fois que je me suis remise debout. Après, par contre, je le sentais venir. Je le sentais, et donc, en fait, mais ça, c'était mon choix, c'est que j'allais aux toilettes. Je m'assieds sur les toilettes, c'était psychologique. Et voilà. Et je faisais sur les toilettes. Mais ça m'aidait. Comme ça, après, j'enlevais ma poche aux toilettes. Voilà, je faisais, j'en remettais une nouvelle. Enfin, voilà. Par contre, c'était, d'une manière anatomique, un choc pour moi. Je l'acceptais pas, quoi. J'avais l'impression d'être un monstre, de sentir mauvais tout le temps. Alors que ça n'était pas le cas. Non, tout le monde me rassurait en me disant, mais non, ça c'est vraiment psychologique. Tu sens bon, Laetitia. Et j'avais tendance du coup à mettre du parfum à outrance. Je vaporisais, je mettais des huiles essentielles partout chez moi. Enfin, j'avais vraiment cette sensation de sentir. Vraiment. Toujours les selles. Les selles, ouais. Et c'était pour ça compliqué, et de me sentir toujours sale. Donc d'avoir besoin à chaque petite grotte, on va dire en fait, de me renettoyer. Donc là où on dit voilà, faut 2-3 poches stomie par jour, moi j'en utilisais 10 quoi. On n'est pas limité, hein. Donc on m'a rassurée, autant que vous voulez madame. donc voilà. Alors après on est très bien pris en charge parce que tout ce qui est matériel, etc. c'est livré à domicile. C'est livré dès le lendemain si on a besoin, s'il nous manque quelque chose, on est super bien conseillé. Vraiment, la prise en charge est top. Par contre, ouais, c'est très étrange. Donc, je dirais que
les 2 premiers mois ont été très compliqués pour moi de l'accepter. Donc je voulais pas trop voir des gens, je voulais pas trop sortir parce que faire mes besoins en faisant mes courses, enfin. En fait, personne le savait, mais toi tu le savais et c'était très compliqué à gérer. Ouais. T'avais l'impression que finalement le monde entier savait ce qui était en train de se passer, alors que personne pouvait même le deviner. Je crois que c'est très discret. Alors oui, c'est très discret, mais moi j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça, qu'on ne sentait que ça. Et les gens me disaient non, ça se voit pas du tout là. Je dis si, quand même ça se voit. Ça se voit que j'ai une boursouflure sur le ventre quoi. En fait. Et donc ouais non, c'était très très compliqué au départ. Et la psy m'a beaucoup aidée parce que c'est une psy qui est vraiment au service digestif, donc elle est là, elle connaît bien ses difficultés. Et donc elle m'a aidée à relativiser beaucoup. À me dire mais voilà, c'est temporaire. Et alors, les bébés, ils font bien caca dans leur couche, et ça les dérange pas d'être dans les bras de maman pendant qu'ils le font. C'est pareil. Donc voilà, ça m'a aidée, et puis ma fille aussi m'a beaucoup aidée. Tu étais séparée de ton conjoint à ce moment-là? Oui, je vivais seule. Ouais. Alors oui, ce qui a été aussi très difficile, j'en ai pas parlé, c'est que du coup, vu les douleurs, etc., j'ai pas pu avoir ma fille à la maison pendant longtemps. Donc en fait, son papa a pris le relais complètement la semaine. Et donc je l'avais le week-end, mais avec mes parents, enfin ma maman, à domicile. Qui était là en soutien. Voilà, en fait ma maman s'occupait de ma fille. Mais au moins tu la voyais. Mais au moins je la voyais, elle pouvait passer un peu de temps avec moi. Parce que généralement, je tenais 1 heure et après il fallait que je me rallonge, que je dorme un peu. J'avais très peu d'énergie, donc vu l'infection que j'avais eue, c'était très très compliqué. Donc ça a été dur aussi pour elle, pour moi, mais elle m'a aidée à relativiser ce qu'elle a voulu voir. Alors moi je me disais non quoi, t'avais peur de la traumatiser. Mais oui. Et en fait les enfants sont formidables en ça. Déjà elle a vu ma cicatrice, elle a dit oh oui c'est une grosse cicatrice, t'as dû avoir vraiment mal maman. Je dis oui, elle fait oui ça se voit, de toute façon t'as du mal à te lever. Et après quand elle a vu la stomie du coup elle m'a dit oh mais c'est trop mignon, on dirait une bouche. Et alors là je sais pas, j'en ai pleuré de rire. Je dis si ma fille elle trouve ça beau, je vais essayer de trouver ça beau aussi. Ça m'a aidée. C'était Les enfants sont merveilleux. Pour elle c'était naturel en fait. Donc ça pouvait le devenir un peu pour moi. C'est ça, c'est que j'ai vraiment l'impression de pas être normale. Donc j'ai commencé à l'accepter, à le vivre bien, t'as bien un mot mais mieux. Et donc à accepter que oui des fois j'étais à un repas, c'était cool, on rigolait bien, et puis oui, je commençais à faire mes besoins. Je me levais, j'allais aux toilettes, et puis je revenais, mais c'était cool, quoi. T'as réussi en tout cas, t'as eu la force de reprendre ta vie avec cette poche, cette stomie. C'est ça, avec quand même en tête, c'est quand qu'on me réopère là. Oui. Go. Bien sûr. Il t'avait dit un nombre de mois? Il m'avait dit environ 3 mois. Oui, c'est vrai. Donc on était à plus de 2 mois. Ouais, donc j'avais mon rendez-vous. Parce que tous les mois, je le revoyais. Et là, il me dit, c'est encore un peu tôt. On en reparle au prochain rendez-vous. Ah oui, on a rendez-vous quand? Dans 1 mois. Oh, là, compliqué. Ouais, tu t'étais tellement projetée que là, c'était compliqué qu'on repousse cette date. Ouais, très compliqué. Et puis, entre le 2e et 3e mois, j'ai eu des problèmes à nouveau de constipation. Donc le gros stress aussi. Il a fallu que je fasse un lavement. On m'a dit, il faut faire un lavement. Ouais, mais... par là comment je fais en fait, oui. Autant toute ma vie j'en ai fait, donc je vois bien, mais là heureusement j'avais des infirmiers qui venaient tous les jours chez moi suite à l'opération, qui du coup je les ai appelés en panique, ils sont venus m'aider et ça s'est très bien passé, et voilà, mais voilà, c'était toujours cette inquiétude, de toute façon il fallait que j'aille à la selle plusieurs fois par jour, et là par contre à partir de 3 mois j'ai été réglée comme une horloge, donc c'était plus facile pour moi aussi de savoir que j'allais faire mes besoins à telle heure. Donc, je sortais pas. En fait, en gros, c'était après chaque repas. Donc, je savais que je mangeais et j'attendais pour sortir. Oui. Voilà. Et comme de toute façon, j'avais quand même peu d'énergie, je sortais pas non plus beaucoup, mais j'allais marcher. On m'avait conseillé de reprendre un peu une activité quand même. Et donc, il me repousse le chirurgien à 4 mois, voilà. Et qu'on en reparlerait à 4 mois. Donc, autant dire que c'était pas encore certain. C'était pas encore certain. Et donc, à chaque fois, je refaisais des radios, des IRM pour vérifier comment ça allait à l'intérieur, etc. Et donc, rebelote au 4e mois. On va attendre le 5e mois. Donc là, je commençais, mais voilà, mais parce qu'en fait, le transit était pas encore tout à fait stabilisé. Lui, il voyait qu'il y avait encore des adhérences, etc. Il voulait vraiment s'assurer. Alors,
voilà, je pense qu'il faisait très très bien son travail, mais moi je n'attendais qu'une chose, c'était qu'on me remette comme avant. Et donc là, j'ai revu aussi le gynéco du coup, qui me suivait, parce qu'en fait c'était vraiment toute une globalité, voilà, et qui me dit bon, donc on va vous réopérer pour vous remettre en continuité prochainement. Maintenant, il faut qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait de cet utérus, quoi. Et donc il me dit, moi j'aurais bien envie de vous dire qu'on l'enlève. Maintenant, ça reste votre choix. Et si on ne l'enlève pas, on peut continuer le traitement, mais sans certitude aucune que ça ne revienne pas derrière. Et si on est contraint de réintervenir derrière, ça ferait une 3e intervention. Et là, ça commence à devenir compliqué au niveau des tissus, parce qu'une 3e laparotomie, c'est compliqué. Que si les intestins sont à nouveau touchés, là, ce serait peut-être une stomie, mais de manière définitive. Donc là, c'est... Parce qu'en fait, il reliait quand même beaucoup tout ce problème au niveau des intestins à l'endométriose. Et du coup, ils avaient peur en laissant finalement ton utérus que la maladie se propage de nouveau et que là... Voilà. C'était un peu, est-ce qu'on ferait pas d'une pierre deux coups, quoi. Tant qu'on y est, on opère à 4 mains et on enlève tout ce qui peut encore avoir... ce qui peut être gratté, plus on enlève l'utérus. Et là, il me dit, par contre, je vous laisse vos ovaires. Faut que vous ayez un cycle. Donc là, je dis, mais je comprends pas, si j'ai un cycle, ça va continuer. Et il dit, si on gratte bien, si voilà, il y a peu de chance. Effectivement, par contre, ce qui est dans les tissus, à l'intérieur des tissus qu'on ne pourra pas enlever, en laissant les ovaires, ça peut repartir. Ça peut repartir. Mais de manière moindre? Voilà, de manière moindre parce que c'est à l'intérieur des tissus, donc en tout cas, ça ne devrait plus migrer. Ça restera là où c'est, par contre, ça pourra grossir un peu et devenir douloureux. C'est pour ça que l'on dit qu'une hystérectomie, en fait, n'est pas gage d'une guérison. Pour vraiment guérir de l'endométriose, c'est enlever l'utérus et les ovaires? Alors, c'est enlever l'utérus et surtout tous les tissus touchés. Oui. Mais les ovaires avec, pour une guérison certaine? Alors, pas forcément. Non, parce que s'il y a plus d'endomètre, a priori, il ne peut plus migrer. D'accord. Mais par contre, il faut bien enlever tous les tissus, toutes les cellules endométriosiques qui sont en fait partout, pour être sûr qu'elles ne continuent plus de vivre. D'accord. Et de migrer, de se développer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'était... Donc j'ai posé beaucoup de questions, évidemment, parce que j'étais alors... Donc ok, je garde mes ovaires. Donc il me dit, en fait, pour la première fois de votre vie, vous auriez un cycle normal. Mais plus de règles, on est plus de d'accord. règles. Mais par contre, plus de possibilité de faire de bébé. Bien sûr. Mais ça veut dire pas de ménopause non plus? Si, puisqu'on m'a laissé mes ovaires, j'aurai une ménopause classique, quand mon cycle, naturellement, s'arrêtera en fait. Alors que s'il m'enlevait les ovaires en même temps... Oui, non, ce que je veux dire, c'est que là, comme il te laissait tes ovaires, oui, il n'y avait pas de ménopause. Non. Donc, plus de bouffées de chaleur, plus besoin de traitement pour arrêter. Et donc, tu retrouvais aussi une vie de femme de ton âge. C'est ça. Exactement. Et donc c'était un peu tout l'intérêt de laisser les ovaires en fait. Bien sûr. Alors il me laissait le choix, et si vous voulez je vous enlève tout, c'est la ménopause maintenant et on n'en parle plus, mais et en même temps cette perspective, alors sur le moment moi cette perspective de me dire je vais avoir un cycle naturel sans règles. Waouh, j'ai jamais connu en fait. Donc sur le moment je me suis dit oui, on enlève tout, c'est parti mon kiki. Cette envie de deuxième enfant, du coup, était plus prioritaire parce que tu étais séparée de ton conjoint, c'est ça? Ouais, j'étais séparée. J'avais donc déjà 37 ans. Bon, je me disais, de toute façon, voilà, il y a peu de chance. Et puis quand bien même je rencontre quelqu'un, on envisage de faire un bébé. Déjà, le laps de temps est court. Et de toute manière, ça ne fonctionnerait peut-être pas. Donc, je pesais en me disant, ouais. Donc, tu prends cette décision? Alors, sur le moment, j'ai dit, allez, go. Il me dit, on en reparle. Réfléchissez-y bien, etc. Donc, j'y ai beaucoup pensé. J'en ai parlé aussi avec la psy. Enfin... tout doucement, etc. Et puis donc j'ai fait ce choix finalement assez facilement sur le moment. Quand on m'a enfin dit c'est bon, c'est la remise en continuité, donc là j'ai sauté au plafond et j'ai dit voilà, ok, on enlève l'utérus. Et c'est là que du coup par contre il a commencé à me parler des effets, des risques dont il m'avait pas parlé auparavant, et ce qui m'a remis un peu le doute. Parce qu'il m'a expliqué que du coup, vu les adhérences, vu mon passif au niveau abdominal, etc., j'avais un risque d'avoir une poche urinaire, stomie urinaire, pour toute la vie, quoi. Mais
suite à l'opération pour l'hystérectomie et la continuité? Ouais, parce qu'en fait, alors, je saurais plus exactement l'expliquer, mais que mon utérus avait quand même beaucoup scindé avec ma vessie, enfin, était, voilà. Avec des adhérences. Avec des adhérences, que ma vessie était très touchée, à l'intérieur, enfin, les tissus. Qu'ils allaient peut-être devoir l'enlever, en fait, c'est ça? En fait, alors, peut-être pas l'enlever, mais qu'en tout cas, le circuit serait peut-être plus normal. Okay. Et que du coup, potentiellement, en tout cas, un des risques, c'était que j'ai une poche. Le second risque, c'était que je n'arrive plus à uriner normalement et que donc ce soit que je sois contrainte en fait de me sonder plusieurs fois par jour. Et là, j'ai fait ah bah ouais, mais si vous m'enlevez une poche, une stomie pour m'en mettre une autre, ça va pas du tout. Surtout si vous m'enlevez l'utérus pour ma santé, mais qu'au final, je me retrouve avec une poche. C'est ça. Et donc dans la foulée de ce rendez-vous, donc je suis complètement effondrée. De toute façon après chaque rendez-vous j'étais effondrée. De toute façon après chaque rendez-vous j'avais rendez-vous avec la psy. C'était prévu, c'était couplé. Comme quoi, là j'avais rendez-vous après avec le chirurgien digestif qui me dit donc je vous confirme, on vous remet en continuité. Par contre, vu de vos examens, il se peut que je sois obligée de vous mettre une stomie de l'autre côté. Et oui, parce qu'il pouvait me remettre en continuité du côté qui n'était plus du côté côlon descendant, qui n'était plus inflammé. Mais qu'il y avait tellement de nodules du côté côlon ascendant qu'il fallait enlever, qu'il n'était pas sûr de pouvoir sectionner l'intestin et remettre en continuité dans la foulée, et qu'il faudrait peut-être passer par une stomie pendant 6 mois. Ok. Alors là, tous mes espoirs s'effondrent et plus rien n'est sûr. Je me dis de toute façon, il se passera ce qui se passera. C'est ça. Allons-y, quoi. Enfin, tu maîtrises plus rien. Je maîtrise plus rien. On me dit, voilà, une nouvelle stomie à l'intestin, une nouvelle stomie, ça se trouve, à la vessie. J'en peux plus de cette maladie. Elle va pas diriger ma vie. Enfin, j'ai l'impression de vivre qu'à travers elle. C'est plus possible. Du coup, je fais le choix d'enlever l'utérus et d'y aller, puis on verra bien. Donc j'y vais pas confiante du tout. Bien sûr. Mais alors, pas du tout. En plus, comme j'avais eu la morphine qui fonctionnait pas très bien sur moi, et le sevrage avait été compliqué derrière, là j'avais demandé à ne pas être sous morphine. Donc on m'avait proposé du coup la péridurale. J'avais dit ok, c'est chouette. Donc l'idée c'était de me mettre sous péridurale pendant 4-5 jours. Et après de tout de suite passer aux antalgiques classiques, enfin voilà. Je m'étais dit bon je vais en chier mais je veux pas de morphine. Il est hors de question que je revive. Parce que t'avais eu un sevrage très compliqué. Ouais. En fait j'ai pas d'arme. En fait quand les douleurs se sont estompées après la première opération, j'ai arrêté la morphine progressivement et après complètement. Sauf que du coup je ne dormais plus pendant 15 jours et j'ai pas fait le lien avec la morphine, donc mon médecin traitant non plus. Donc il m'a prescrit des anxiolytiques pour dormir. Et en fait, les anxiolytiques en sevrage de morphine, c'est le pire. Il ne faut surtout pas faire ça, on dort encore moins. Donc en fait, pendant 15 jours, j'ai dû dormir 3 heures, quoi. Oh mon Dieu. Je n'en pouvais plus. Donc en fait, je dormais pas à cause de la douleur pendant à peu près 1 mois et demi. Et après, j'ai plus dormi. C'est quand même fou parce qu'on sait avec les opiacés qu'il y a vraiment un syndrome de sevrage et que ton médecin ne sache pas que ça allait empirer en te prescrivant des anxiolytiques. C'est vrai que c'est quand même très très dommageable. Alors en fait, c'est vrai que j'ai possiblement, pas verbalisé à mon médecin traitant que ça correspondait. Moi-même, j'en étais pas conscience. Mais parce qu'on t'avait pas prévenu que ça pouvait être compliqué, donc toi, tu l'associais pas du tout à ça. Exactement. Il n'y a pas eu de prise en charge adaptée par rapport à ça, donc forcément. Oui, non, c'était donc j'ai mis du temps à capter en fait, et après je me suis rendu compte, donc j'ai tout arrêté et le sommeil est revenu. Donc là, j'avais dit non, pas de morphine, 0 morphine. Et donc en fait, bon. Tu pars pour l'opération. Ouais. Alors là, j'avais tout bien préparé. Alors, on m'a fait remplir plein de papiers. Donc, ce qui a été très dur, c'est préparer mon testament, envisager le pire, en fait. J'ai à ce moment-là envisagé le pire. Alors, toi qui envisageais ou c'est les médecins qui te mettaient en garde sur le fait que l'opération pouvait se passer à ce point-là mal et que ta vie pouvait être en danger? Non, alors, effectivement, ils vous font remplir des décharges, des machins, des trucs, voilà. Des personnes à contacter, etc. Mais non, ils étaient pas alarmants sur le fait j'allais me réveiller, quoi qu'il advienne. Mais en fait, vu que la première fois on m'avait dit que je pouvais y rester, que j'aurais presque dû y rester, et que j'étais là, je me suis dit bon, ouais, les médecins, ils savent pas
tout non plus, et ils sont pas sûrs en fait que j'ai me réveillé. Ouais, en fait c'est ça, j'ai envisagé le pire, donc forcément ça a été là très difficile, parce que c'est là où je pense que j'ai pris conscience vraiment que la première fois j'aurais pu y rester, c'est en envisageant la seconde, alors qu'elle était beaucoup moins risquée, parce que il y avait plus d'infection. C'était plus en urgence. C'était pas en urgence, tout avait été bien préparé, toutes les analyses, enfin voilà, tout était balisé, cadré. Donc mais malgré tout, et en même temps ça m'a fait du bien de mettre tout sur papier, ça m'a rassurée quelque part, de tout prévoir pour ma fille, de vérifier les assurances que j'avais souscrites, de refaire un point sur tout en fait. Alors ça n'a pas été simple du coup pour ma maman, à qui j'ai confié ce gros dossier avant de partir à l'hôpital. C'était important pour moi de le faire. Oui. Et donc je pars à cette opération, et là je me réveille avec des douleurs de dingue. Alors que t'avais la péridurale normalement. Ouais. Alors en fait non, l'endormissement a été très compliqué. C'est-à-dire qu'ils devaient me poser la péridurale avant de m'endormir pleinement pour l'opération. Ouais. Sauf qu'ils m'ont posé la péridurale, mais ça me faisait un mal de fou quoi. Et je me souvenais pas avoir eu aussi mal quand j'étais enceinte. Oui, mais il y avait une petite différence, c'est que là t'avais pas de contraction de grossesse. Et donc forcément quand on a très très mal et qu'on veut la péridurale, en fait la douleur de la péridurale on la sent pas beaucoup. Ouais. Mais quand on est à froid, qu'on a aucune douleur et qu'on nous pose la péridurale, j'imagine que c'est pas la même chose. Ah ça a été atroce, au point où je leur disais mais attendez, c'est pas normal, j'ai trop mal. Enfin je hurlais. Mais vraiment, moi qui suis pas trop du genre non plus à râler. Bien sûr, oui. Alors là, je les ai de tous les noms, je crois. Je dis mais c'est de la merde. J'ai trop mal, faites quelque chose. Du coup ils m'ont dit bon, on va l'endormir vite fait là, parce que ça va pas du tout. Oui, mais pourquoi en fait ils t'ont pas endormi et ensuite fait la péridurale? C'est une bonne question. Peut-être que c'était pour une question d'arrondissement du dos. Oui, parce qu'il fallait que je me tienne courbée. Ouais, peut-être qu'il fallait qu'ils pouvaient pas la faire si t'étais allongée inconsciente. Ouais, ils auraient pu me tenir. Enfin bon, bref, je sais pas. Il devait y avoir une raison médicale. Oui. Hein, on imagine qu'ils ont fait ça gratuitement. C'était peut-être plus pratique aussi pour eux, je sais pas. Bref, en tout cas, horrible. Et donc là, ils m'endorment totalement. Mais alors, de toute façon, j'ai déjà tellement mal que voilà. Et là, le produit pour m'endormir, mais une horreur. Alors, pareil, je pense que comme j'avais pas de douleur, j'y allais, j'étais bien. Et en fait, ça m'a brûlé, ça me brûlait, mais partout. Et j'étais, mais vous me brûlez. Enfin, et donc je me suis endormie. T'as fait une allergie? Je sais pas, mais en tout cas, je me suis endormie comme ça. Avec ce produit qui rentrait dans mon corps, qui me brûlait, cette douleur dans le bassin avec la péridurale de fou, donc horrible. Donc forcément, quand je me suis réveillée, j'avais très très mal partout. Parce qu'il y a pas on se rend pas compte qu'on a été endormi un certain nombre d'heures. On se réveille avec le souvenir qui vient de s'arrêter. Et donc du coup, quand je me suis réveillée, mais c'était horrible, je hurlais, j'étais mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous m'avez fait, j'en ai ras-le-bol. Et donc ça a bien mis, ils m'ont gardé en salle de réveil très longtemps. Là pour le coup, je me souviens de la salle de réveil, ils m'ont pas ramené dans ma chambre. De toute façon, je pense que je hurlais tellement que j'aurais réveillé tout un service. Donc ils m'ont ils m'ont pris en charge, mais il était adorable, l'infirmier en salle de réveil, le pauvre, parce que je l'ai bien pourri. Et voilà, progressivement c'est passé, et ça a été très vite mieux. Et donc là j'ai commencé à ok, la péridurale elle fonctionne, ça va mieux. Et en fait comme je me suis réveillée avec cette douleur, j'ai pas du tout réfléchi, voilà. Mais dès que je suis retournée, en fait, je me suis pas rendu compte que je passais de la salle de réveil à ma chambre, mais quand je me suis réveillée dans la chambre et que j'avais plus de douleur, là tout de suite l'infirmière était là. Et je l'ai regardée, elle m'a regardée, elle fait vous n'avez pas de stomie, parce qu'elle savait très bien, parce qu'elle elle m'avait suivi. Tout de suite elle te l'a dit. Ouais. Parce qu'elle a vu que j'essayais de soulever le drap et tout, voilà. Elle m'a dit c'est bon, tout s'est bien passé. Le raccordement est ok. Elle avait beaucoup d'humour, le raccordement est ok. C'est parti. Et donc là, j'ai plus mal. Ils m'ont bien, voilà, c'est cool. Et donc effectivement, l'opération s'est très bien déroulée. Je pense qu'il y avait tellement en fait d'anxiété aussi, t'avais peur pour ta vie, que tu vois, est-ce que c'était une allergie, est-ce que c'était aussi tellement d'angoisse que quand t'as senti le produit, enfin, on saura pas, mais c'était vraiment rempli d'un stress énorme, très conséquent. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et puis je réagis pas forcément bien non plus aux médicaments en règle générale, donc anesthésie, antibiotiques, tout ça c'est compliqué. Donc je saurais pas, mais effectivement j'étais à mon avis tellement tendue. C'est que de toute manière c'était compliqué. Ouais. Et puis tellement tendue après cette péridurale.
Ouais. Parce que déjà, je l'étais de base, mais ça a renforcé l'inquiétude, là. Je pense que je me suis dit, mais si la péridurale me fait mal, alors qu'elle est censée me soulager, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et donc, là, voilà, je me réveille, elle me dit, pas de stomie. Elle était avec ma mère au téléphone, en fait, en lui disant, elle se réveille. Et donc là, elle me la passe. J'ai pu lui dire 2 pauvres mots. Ma mère me dit, mais c'est vraiment toi? Parce que j'avais la voix complètement. Et en fait, là, tout va bien. Pas de douleur, en tout cas. Et donc, j'étais partie pour une hospitalisation d'à peu près 15 jours, on m'avait dit. Comme la première, quoi. Et sauf que là, on me fait manger tout de suite après l'opération. Enfin, voilà, je pouvais reprendre à manger. C'était pas un souci. Et en fait, on me dit, tant que vous n'aurez pas été aux toilettes, vous ne sortirez pas. J'ai dit, ok. De toute façon, moi, j'ai prévu 15 jours. Hein. Voilà, on s'occupe de mes chats. Ma fille sait gérer, contrairement à la première fois où rien n'était... Bien sûr. Et avec ma douleur, c'était atroce. Donc voilà, donc je me dis, de toute façon, moi, c'est bon. Ouais. Je prends ma chambre, la même en plus. Voilà, je me sens quand même chez moi, y a pas de souci. Avec une équipe quand même au top à la polyclinique. Hein. Service digestif, elles sont vraiment... Voilà, donc en plus, ça me faisait rire parce que j'étais un peu leur petite chouchoute parce que j'étais la seule jeune, en fait, du service. Tu t'es sentie bien entourée, en tout cas, par l'équipe médicale à ce moment-là. Alors parfois presque trop présent parce que c'est comme des soins intensifs, donc ils sont là toutes les 2 heures dans la chambre à refaire toutes les analyses, les prises de mesure, les analyses. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, toutes les 2 heures, j'avoue, c'est lourd. Bien sûr. Très lourd. Surtout la nuit. Parce qu'on a un peu envie de dormir, même si on a du mal. Et forcément, elles arrivent toujours 10 minutes après qu'on soit endormi, quoi. Voilà. Et donc c'est rebelote. Mais bon, à côté de ça, voilà, une équipe hyper disponible, hyper présente. Enfin voilà, elles ont été hyper compréhensives. En tout cas la première fois, la deuxième également. Mais la première, normalement, donc j'avais pas le droit de voir ma fille. Les enfants n'étaient pas acceptés dans ce service. Donc là, ce fut le drame. Surtout que ma fille était très inquiète parce qu'elle me voyait en visio. Mais je pense que tant qu'elle me voyait pas physiquement, elle y croyait pas trop. Bien sûr. Et donc ils ont vu mon état psychologique, ils avaient accepté au final que je la voie dans le hall. Donc ils ont dû déménager tous mes trucs, me mettre en fauteuil roulant. Physiquement, j'étais pas en capacité, ça me faisait super mal, mais en fait, voilà. Pendant 3 quarts d'heure, j'ai serré les dents et j'ai fait genre tout va bien. Rien que pour qu'elle puisse me voir et qu'elle soit rassurée. Après, moi, j'ai galéré pendant 12 heures derrière, mais elle, au moins, elle m'a vue. Elle a posé ses petites questions. C'est quoi ce tuyau-là? C'est quoi ça? Je lui ai tout expliqué, c'était ok. Donc, elle a pu repartir plus sereine. Donc, elles ont été vraiment chouettes parce que normalement, voilà, c'était interdit, quoi. Et donc, cette deuxième hospitalisation, voilà, ça allait. Et en fait, je suis retournée aux toilettes, en fait, sans me rendre compte, en fait, malheureusement, voilà, l'anus, on le contrôle pas trop quand on l'a pas contrôlé pendant des mois et des mois. Et donc, au bout de 4 jours, j'ai fait mes premiers besoins. Moi qui appréhendais, en fait, beaucoup ce moment, en me disant ça va me faire mal. Bien sûr. En fait, c'est venu tout seul sans que je m'en rende compte. Donc, en fait, j'en ai ri, vraiment ri. J'étais, oh mon Dieu. Par contre, j'ai fait dans ma culotte, par contre. Est-ce qu'on peut m'aider? Mais le bonheur, quoi. Ouais. De me dire, j'ai fait, ça m'a pas fait mal. C'était génial. Et ça, c'était normal qu'il y ait cette incontinence-là au tout début? Oui, a priori. Ça n'a pas duré? Ça a été juste une fois? Juste une fois. Ok. La première. Ok. Après, non, c'est revenu normal. Et du coup, j'ai dû avoir des besoins dès le lendemain. Et là, le chirurgien est venu me dit, vous sortez. J'ai comment ça, je sors? Enfin, non, ça fait que 5 jours, moi, que je suis là. J'ai prévu mes 15 jours. Je veux dire, j'ai pris la pension complète et tout, je reste là, quoi. Et puis, il me dit, non, mais tout va bien, en fait. Vous sortez. Ouais, dans 3-4 jours, quoi. Et mais non, demain. 10 heures. Alors là, j'étais, à la fois hyper contente, et à la fois, j'étais, mais non, je reste avec vous. Oui, c'est ça, je suis pas prête. Moi, je veux mes petites infirmières qui vérifient que tout va bien. Je vais être toute seule chez moi. Enfin, voilà, donc, et donc, pour la petite histoire, du coup, j'avais une de mes très bonnes amies qui fêtait son anniversaire le vendredi soir. Je sortais, du coup, de la polyclinique le vendredi matin. Et donc, c'est une autre amie qui est venue me chercher pour me ramener chez moi. Et je lui ai dit, on y va. Et elle m'a dit, ça va pas la tête, tu sors de l'hôpital, t'as 6 jours d'opération. On met ce canapé. J'en ai rien à faire. On y va. Et donc, j'aurais fait la surprise. Et pour moi, c'était vraiment
une victoire, quoi. J'étais, ah là là, je suis là pour C'est ça. ton anniversaire et avec toutes mes copines. Et j'ai plus de poche, les filles. Voilà, j'avais besoin aussi, je pense, de célébrer. Bien sûr, ouais. De célébrer tout ça, quoi, parce qu'en fait, mon mental était revenu avec le raccordement. Bon, physiquement, j'étais pas au top. T'as eu beaucoup de douleurs suite à l'hystérectomie, si on... Alors non. Non. Clairement, non. Non, l'hystérectomie... En fait, les douleurs de la deuxième opération, ça a été juste au moment de la pose de la péridurale et les quelques heures de réveil, parce que je me suis réveillée quand je me suis endormie. Par contre, j'avais pas de douleur. J'avais la péridurale avec mon petit bouton. Je m'envoyais quand j'avais un peu mal. Très vite, je m'en suis plus envoyée du tout. Ok. Par contre, effectivement, quand on m'a dit je vous l'enlève, la péridurale, j'ai un peu flippé, parce qu'on a une dose de base et après on s'en met un peu plus souvent. Mais et en fait, quand ils m'ont enlevé, qu'il s'est passé 12 heures puis 24 heures et que j'avais pas mal, que déjà, je pouvais me lever toute seule. Je pouvais aller aux toilettes faire pipi. Enfin... Tu retrouvais ton autonomie. Ouais. Vraiment autonome et à tous les niveaux, donc c'était grande joie. Et non, l'hystérectomie en soi, j'ai pas eu de douleur. La douleur particulière. Particulière, quoi. Non. Le chirurgien m'avait juste dit, bon, 6 semaines rapport sexuel off, hein. De toute façon, je suis célibataire, donc tout va bien. Oui. Et puis voilà, après il m'a dit, on recontrôle tout à 6 semaines, et si c'est ok, bon, voilà. Justement, par rapport à cette vie sexuelle, donc, au tout début, avec les douleurs, bon, voilà, c'était pas envisagé. Mais est-ce que ça change quelque chose au niveau de la libido? Je sais qu'il y a certaines femmes qui vont subir cette opération-là, qui se posent la question d'un point de vue vraiment de leur féminité, de leur vie intime. Est-ce que, en tout cas pour toi, parce que peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est venu dans les mois qui ont suivi changer quelque chose? Des douleurs ou une baisse de libido? Pas du tout. Moi, ça a été tout l'inverse, en fait. C'est-à-dire que peut-être aussi le fait d'avoir eu des traitements hormonaux toute ma vie, j'avais de la libido, on va dire, raisonnable. Enfin, ce qui me semblait classique, on va dire. Et là, avec le retour, du coup, d'un cycle naturel, en fait, je vis vraiment un cycle de femme pour la première fois, donc je sens bien quand j'ovule. Je sens bien, enfin voilà. Et physiquement, et aussi psychologiquement. En fait, donc aucune douleur au premier rapport sexuel 2 mois après l'opération. Aucune. Même beaucoup de plaisir. Donc ça va... Parce que c'était ça aussi, c'est que t'avais plus d'hormones, même si t'avais plus de douleur. C'est ça. À cause de l'endométriose, là, c'était terminé. C'est ça. Donc j'ai vraiment, alors un peu d'appréhension forcément, mais le chirurgien qui avait beaucoup d'humour, enfin mes chirurgiens avaient beaucoup d'humour, alors un peu cru parfois, mais il m'avait dit bon, les 6 semaines, tout va bien, maintenant go. J'étais là, quoi, go. Ah bah, faut y aller, hein. Et plus vous le ferez, et plus les cicatrices, seront massées, et mieux ça ira. Je dis, bah, ouais, mais, bon, d'accord. Ok, c'est noté. Et donc, un peu d'appréhension, et puis, finalement, top, quoi. Et, non, je trouve que j'ai une libido beaucoup plus... forte qu'avant. Ouais, beaucoup plus élevée qu'avant. Donc, une vie sexuelle plus épanouie? Ouais. Ouais, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'orgasme. Donc... Mais c'est important de le dire parce que c'est pas sans conséquence ce genre d'opération. Mais si aussi à ce niveau-là, on s'y retrouve et même que c'est transformé. Mais je sens bien qu'effectivement mon corps est... Alors, parce que j'avais sûrement toujours un fond douloureux et que forcément, ça venait presque toucher cet endroit douloureux, la pénétration, parce qu'à côté de ça, le reste se passait très bien. Donc c'était agréable, mais c'était pas... voilà. C'était pas non plus génialissime. Depuis, du coup, la pénétration a pu devenir quelque chose de très agréable. Très, très agréable. Depuis l'opération. Ouais. Donc, en tout cas, plus agréable qu'auparavant. Et ouais, une libido bien. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais, au top. J'ai rencontré quelqu'un, donc c'est vrai que c'est... Voilà, ça joue aussi. Mais et puis, je pense aussi, hormonalement parlant, puisque comme le cycle a repris, vu que mes ovaires sont toujours là, en fait, la nature a repris ses droits. Alors, sans l'utérus, certes, sans les règles. Mais elle a repris ses droits. Donc j'ai à nouveau ces pics hormonaux. Alors je découvre aussi les humeurs associées au cycle que finalement je ne connaissais pas auparavant. Donc ça c'est un peu moins sympa parfois, mais en même temps ça me fait toujours sourire parce que je me dis ah
Ah, t'es très irritable aujourd'hui. Est-ce que à tout hasard? Donc voilà. Donc je prends plaisir à suivre mon cycle sur le calendrier. Même si mes règles ne sont pas là. C'est plus devenu quelque chose d'anxiogène. Ouais. Même de se dire, en fait, je sais que je vais pas souffrir. C'est ça. Ah, je sais que j'ai de mauvais poils, mais c'est chouette d'être de mauvais poils tel jour, ou d'être, super, des envies de dingue, avec son conjoint, voilà, on se dit, ah oui, alors là, c'est peut-être le moment de l'ovulation. Mais en fait, de reconnaître ces signes dont tout le monde me parlait depuis des années, dont je n'avais pas conscience. Bien sûr. Du tout. Ça te ramène à ton corps aussi. Ouais, beaucoup. Qui t'a fait beaucoup souffrir, et aujourd'hui, c'est comme une réconciliation aussi. Oui, c'est ça, c'est réapprendre à l'aimer, à aimer ce ventre. Alors, c'est pas encore, le chemin est encore un peu long, je pense. En tout cas, sur le physique, vraiment sur le côté physique. Et puis, oui, le remercier, ce corps aussi. Parce que je l'ai détesté, j'ai vraiment coupé cette partie de mon corps de ma vie, en fait. Donc, c'est le réintégrer progressivement. Donc, c'est pas simple, et des fois, j'ai quelques douleurs, et tout de suite, je vais me dire, oh là là, bon. Ça va prendre du temps. En même temps, j'ai passé quasi 30 ans avec ces douleurs, donc ça va pas se régler d'ici demain. D'un point de vue psychologique, quelles ont été les suites de cette hystérectomie? Parce qu'il y avait une grande joie associée au fait qu'il y avait plus de douleur. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués suite à cette décision? Et oui. En fait, sur le moment, m'enlever cet utérus, c'était me sauver la vie. Et après est venue vraiment, je pense, la prise de conscience. Comment enlever cet utérus, que je n'aurai plus jamais d'enfant. Et finalement, juste après avoir enlevé cet utérus, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin voilà, tout s'est un peu entrechoqué, et je me suis rendu compte, de par la formation qu'on suit ensemble, qui m'a permis aussi de mettre des mots, qu'en fait j'avais mis de côté cet utérus comme quelque chose de malfaisant, de mauvais, et j'en avais oublié le côté aussi positif, et du coup je suis en deuil de cet utérus, De cette perte, en fait. de cette perte. C'est pas encore simple pour moi. Il m'arrive encore souvent d'en pleurer. Ce deuil est pas terminé. En tout cas, il est en cours. J'y travaille par de nombreux outils, que ce soit la psychosomatothérapie, que ce soit l'art-thérapie. Par tout un tas de choses, de visualisation, de méditation. Mais je sens que c'est encore très très douloureux. Que finalement, je l'envisageais comme un intrus. Et là, je prends conscience qu'en fait, non, c'était une partie de moi. Maintenant, il y a une perte et qu'il y a ce deuil à faire. Voilà. Donc après, énergétiquement parlant, on dit que l'organe reste là, quand bien même physiquement, il n'est plus là. Et donc j'essaye de travailler avec ça aussi, de me dire. Mais c'est pas simple psychologiquement. En fait, c'est plus psychologiquement que physiquement. Côté physique, j'ai que du bénéfice. Psychologiquement, c'est plus difficile. Ouais, ça a mis du temps, ça a été un retardement. Tu as pu regretter ce choix-là, ou tu ne l'as jamais regretté? Non, je le regrette pas. Non, j'ai aucun regret. Le seul regret, c'est que j'aurais aimé avoir d'autres enfants. Mais je sais aussi que ça aurait été probablement impossible. Donc je regrette pas ce choix. Je me dis juste, c'est vrai que j'aurais bien aimé vivre une autre grossesse. Et à la fois, je me dis peut-être pas, parce que vu la première, c'était tellement compliqué. Donner la vie, c'est magnifique. Mais alors, je veux bien faire juste le dernier mois, quoi. Donc finalement, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui a 2 enfants. Donc finalement, cette famille avec plusieurs enfants, elle est en train de se construire d'une autre façon. Ouais, famille recomposée. Donc certes, ce ne sont pas les miens, mais c'est ma famille, et je crois que ça me permet aussi d'avancer sur le fait que moi, personnellement, mon corps n'en portera plus. Mais je n'avais pas exclu non plus de pouvoir adopter, ou je suis encore jeune, on verra, c'est pas d'actualité, mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé. C'est une possibilité, en tout cas. C'est une possibilité.
On verra ce que l'avenir nous réserve, parce que cette relation est assez récente. Mais voilà, on va dire ce foyer avec de la vie, de nombreux enfants. Là, je commence à le découvrir. Donc, c'était peut-être juste ça que je voulais, en fait. Pas forcément les porter, mais... Ouais, en accueillir d'autres d'une autre manière, les aimer et t'en occuper aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, comment tu vas ? Tu n'as plus de cellules qui sont allées s'implanter ailleurs, d'endométriose, tu n'as plus de douleur ? Je ne saurais dire pour les cellules parce que je n'ai pas passé d'autres examens depuis. Mais t'as pas ressenti le besoin d'aller en passer, donc c'est positif. Exactement. En fait, je n'ai quasi plus de douleurs. Quelques douleurs encore de temps en temps, plus liées en fait au transit, donc possiblement effectivement à certains tissus de l'intestin qui restent malgré tout inflammatoires. Voilà, ils m'en ont enlevé beaucoup à la première opération nécessairement, mais à la deuxième aussi, ils ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient enlever. Donc voilà, ils ont un certain nombre de mètres. Donc ils ont fait leur max, il en reste peut-être un peu. Pour l'instant, je vais bien. En tout cas physiquement, voilà. Et t'es en reconstruction pour le reste. Pour le reste. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire ou partager aux personnes qui nous écouteraient, qui souffriraient d'endométriose, qui devraient peut-être subir une opération avec une stomie ou une hystérectomie ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore partager avant qu'on s'arrête là ? Déjà dire simplement que aux personnes qui souffrent, peu importe après tout quelle pathologie, mais de se faire confiance. Si elles ont mal, c'est qu'il y a une raison. Et que, oui, peut-être les médecins ils le voient pas tout de suite, peut-être il faut aller en voir d'autres. Il faut demander de nombreux avis et quitte à passer pour quelqu'un de pénible, d'hypocondriaque ou je ne sais quoi, si on sent qu'on souffre, qu'on a mal, c'est pas qu'il y a rien en fait, c'est qu'il y a quelque chose. Et ça, je pense que c'est important parce que de garder confiance en fait en son ressenti, dans son corps. Le corps il parle et il faut l'écouter. Et si les autres ils l'entendent pas, on est seul, certes, face à ça, mais il faut que nous on puisse écouter notre corps nous-mêmes, au moins déjà, lui accorder ça quoi. Et pas se dire oui bon, d'accord, ils me disent que j'ai rien, non. Et continuer à creuser. Et effectivement, pour l'endométriose, je conseille vraiment le centre endométriose qui est une prise en charge globale et qui est vraiment avec des spécialistes. Exactement, beaucoup de spécialistes, plein de médecine douce, des analyses où vraiment tout est fait, même si on habite loin d'un centre endométriose, toutes les analyses sont calées sur une journée. Donc on va gagner du temps. Voilà, on va pas passer une écho et puis une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard une IRM et puis etc. Là, on fait tout dans la journée, tout est planifié dans la journée et on finit par voir le gynéco en fin de journée et on a nos réponses en fin de journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente non plus derrière sur l'interprétation des résultats. Alors oui, c'est une grosse journée. Mais bon, il y a un petit parc sympa à Nantes, à côté. Et j'imagine qu'il y a d'autres centres d'endométriose en France implantés. Ouais, il y en a de plus en plus qui ouvrent. Donc souvent c'est dans les grandes villes. Alors moi j'ai la chance d'être juste à côté. Il y en a pour qui effectivement il y a un peu de route à faire. Mais ça peut valoir le coup en tout cas. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment un collège pluridisciplinaire. Et voilà, c'est des spécialistes quoi. Et ils connaissent tellement bien cette maladie qu'effectivement ils savent où chercher et ils trouvent. S'il y a à trouver, ils trouvent. Contrairement à d'autres qui sont pas initiés ou moins initiés. Après on en parle de plus en plus aussi, donc ça favorise. Mais en tout cas, juste je crois que l'ultime conseil c'est juste de s'écouter et de se faire confiance. Ouais, on ne dira jamais assez. C'est pas simple, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est facile à dire, mais pas forcément à faire. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour tout. De rien. Et à bientôt. Oui. À très bientôt. Merci à toi. Laetitia, je suis heureuse de t'avoir rencontrée et je sais que beaucoup de belles aventures nous attendent encore. Merci encore d'être venue te confier à mon micro sur toutes ces périodes si difficiles que tu as traversées. Tu nous livres un témoignage rempli d'espoir et de résilience et j'espère qu'il aidera de nombreuses personnes. Vous pouvez vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre le podcast sur sa page Instagram, Un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.